Bienvenue. Imaginez un instant le monde de la science. Pas comme une grande république égalitaire, non, mais plutôt comme un royaume. Avec une hiérarchie, sa noblesse, ses bourgeois. C'est une idée un peu provocatrice, non? Et pourtant, c'est la question au cœur de notre exploration aujourd'hui. Et pour ça, on va s'appuyer sur une seule source. Mais quelle source? Une étude fascinante de 2013, signée Daniela Fanelli et Wolfgang Glenzel. Oui, Eux, ils ont joué les détectives. Ils ont analysé, tenez-vous bien, près de 30 000 articles scientifiques pour voir si cette hiérarchie existait vraiment. Notre mission, c'est de suivre leurs indices. et c'est un très vieux mystère en fait. L'idée d'une hiérarchie des sciences, ça remonte à un philosophe français, Auguste Comte, au XIXe siècle. Ah oui, carrément. Oui, son intuition était assez simple. Plus un sujet d'étude est complexe, et disons proche des passions humaines, plus c'est difficile pour les scientifiques d'arriver à un consensus. D'accord. Ils voyaient une sorte d'échelle, c'est ça, Oui. avec les maths et la physique tout en haut. Et la sociologie, par exemple, tout en bas. Bon, l'idée est posée. Mais comment on passe d'une intuition philosophique comme ça à une preuve quantifiable au XXIe siècle? Comment est-ce qu'ils s'y sont pris, Fanelli et Glanzel? Alors, ils ont commencé par définir 3 scénarios possibles. 3 façons de voir le monde de la science. D'accord. Le premier, c'est l'hypothèse de Comte, la hiérarchie des sciences. L'idée d'une transition graduelle, une sorte de pente douce. Si on imagine un graphique, la dureté d'une science, c'est-à-dire le consensus, quoi, eh bien, elle diminuerait progressivement. Donc physique en haut, sciences sociales en bas. Attendez, mais le grand cliché, c'est plutôt science dure contre science molle. Un mur, pas une pente. Et là, la biologie, elle devient l'arbitre du match, c'est ça. Pourquoi elle en particulier? C'est exactement le point crucial. Et c'est la deuxième hypothèse, la dichotomie des deux cultures. C'est cette vision très répandue que vous mentionnez. Oui, voilà. D'un côté, le bloc des sciences naturelles, physique, chimie, biologie, les dures. Mhm. De l'autre, le bloc des sciences sociales et humaines, les molles. Et là, il y a bien un mur, une rupture nette. La biologie serait juste rangée avec la physique. Alors que dans l'hypothèse de la hiérarchie, Eh bien, elle devrait se trouver pile au milieu, à mi-chemin entre la physique et le social. Du coup, elle sert de test décisif. je vois. La biologie, c'est la zone grise qui va nous dire si on a affaire à une pente ou à une falaise. Et la troisième possibilité? J'imagine que c'est le chaos. C'est ça. C'est l'hypothèse nulle. Aucun ordre, aucune structure. Les disciplines scientifiques sont juste différentes. Essayer de les classer serait aussi absurde que de classer les courants artistiques. D'accord. Voilà. Donc le positionnement de la biologie, c'est vraiment la clé qui va départager ces 3 visions du monde. Ok, le terrain de jeu est défini. Mais ça soulève une question encore plus fondamentale. Parler de consensus ou de dureté, c'est bien joli, mais ça reste abstrait. Comment on mesure ça concrètement? Ben justement, on ne peut pas envoyer un sondage aux chercheurs, c'est sûr. Non, voilà. Et c'est là que leur approche bibliométrique est géniale. Au lieu de demander leur avis, ils ont regardé ce qu'ils font à travers les traces qu'ils laissent, leurs publications. Ah, malin. Ils ont utilisé plusieurs indicateurs. Le premier, par exemple, c'est le nombre d'auteurs par article. D'accord. L'idée, c'est que dans les sciences très dures, les problèmes sont si complexes qu'il faut de grandes équipes pour les résoudre. Je comprends la logique, mais est-ce que ce n'est pas un peu simplificateur? Un article en philo, par exemple, ça peut être le fruit de 10 ans de réflexion solitaire, ce qui n'enlève rien à sa dureté intellectuelle. La métrique n'est pas déjà un peu biaisée? C'est une très bonne objection. Et les auteurs en sont conscients. L'important ici, ce n'est pas de juger un article, mais de regarder les tendances sur des milliers de publications. D'accord, c'est la masse qui parle. C'est ça, l'hypothèse, ce n'est pas qu'un seul auteur, c'est moins bien, mais que statistiquement, les disciplines où on travaille en grande équipe sont celles où le paradigme est plus stable. Un autre indicateur, c'est la longueur des articles. Ah, ça c'est intéressant. On pourrait penser que les sujets complexes demandent des articles plus longs, non? Non. Contre-intuitivement, l'hypothèse est l'inverse. Dans une science dure, le consensus est si élevé que les auteurs n'ont pas besoin de passer des pages à justifier leur concept de base. Tout est déjà acquis par la communauté. Exactement. Ils peuvent donc aller droit au but, méthode, données, résultats. Les articles sont donc en moyenne plus courts. C'est logique. Donc, un article plus court, ce n'est pas juste un style, c'est le symptôme d'un consensus très fort. Et j'imagine que l'inverse est vrai. Un article de sociaux qui doit tout redéfinir sur 10 pages, c'est le signe d'un champ de bataille intellectuel permanent. C'est une trace visible de l'état du débat, oui. Un troisième indice, c'est l'âge et le type des références citées. D'accord? Dans les sciences dures, le savoir avance très vite.
Du coup, on se concentre sur les découvertes des toutes dernières années. L'étude a utilisé ce qu'on appelle l'indice de Price, qui mesure la proportion de références publiées au cours des 5 dernières années. Donc en physique des particules, un article de 2010, c'est presque de l'archéologie, alors qu'en histoire, on cite encore Platon sans problème. Et j'imagine que les types de documents cités changent aussi. Le nombre d'auteurs, c'est assez direct. Mais comment on mesure un truc aussi abstrait que la base de connaissances communes? Alors, ils ont utilisé une méthode qui s'appelle le couplage bibliographique. C'est assez simple en fait. Si deux articles, A et B, citent tous les deux un même vieil article C, Mhm. on considère qu'ils partagent un bout de socle intellectuel. On trace alors un lien entre A et B. Et en faisant ça pour des milliers d'articles, on voit émerger un réseau. Un réseau de citations. Oui. Et l'hypothèse, c'est que dans les sciences dures, ce réseau sera très structuré, avec des groupes, des clusters très denses. Tout le monde travaille sur les mêmes problèmes avec la même base. Ah, c'est génial! Donc on peut littéralement visualiser le consensus. La carte de la physique ressemblerait à un plan de métro très organisé, alors que celle des sciences sociales, ce serait une toile d'araignée tissée de manière beaucoup plus libre. C'est ça? C'est une excellente analogie. Pour les sciences sociales, le réseau attendu est beaucoup plus lâche, moins cohérent. Les chercheurs ont plus de liberté pour choisir leurs références, il y a moins de passages obligés. Bon, les indices ont été rassemblés, on a le nombre d'auteurs, la longueur, l'âge des références et cette fameuse carte du savoir. Alors le verdict des détectives Fanalier et Glenzel. Le verdict est sans appel, et il est massivement en faveur de la première hypothèse. Celle de la hiérarchie. Celle de la hiérarchie graduelle, oui. La pente douce. Sur la quasi-totalité des indicateurs, les sciences biologiques se situaient de manière quasi parfaite entre les sciences physiques et les sciences sociales. Incroyable. Ce n'est donc ni un grand bloc unifié, ni un désordre total, c'est un continuum. Donc ce n'est pas une falaise, mais bien une pente. Et concrètement, ça donnait quoi sur les chiffres? Concrètement, en allant des maths vers les sciences sociales, les articles avaient systématiquement et progressivement moins d'auteurs. Ils devenaient plus longs. Ils citaient des références de plus en plus anciennes, plus de livres. D'accord. Et un détail amusant, l'usage du je ou du nous augmente de manière régulière à mesure qu'on descend dans la hiérarchie, ce qui suggère une implication plus personnelle de l'auteur. Et la fameuse carte des connaissances, le réseau de citations? Il l'a confirmé ça. Il l'a confirmé de manière spectaculaire. C'était la preuve la plus visuelle. Les réseaux des sciences physiques montraient bien ces clusters très denses, ces stations de métro très nettes. Hmm. Et à l'inverse, les réseaux des sciences sociales étaient bien plus étendus, diffus, comme la toile d'araignée que vous décriviez. On voyait littéralement le consensus fort d'un côté et le débat ouvert de l'autre. D'accord, le mystère semble résolu. Il y a bien un ordre. Mais, et alors? Au fond, qu'est-ce que ça change de savoir ça? Est-ce que ce n'est pas juste une histoire de prestige, de savoir qui peut bomber le torse dans les dîners en ville? C'est la question la plus importante. Et la réponse des auteurs est très claire. Pour eux, ignorer cette hiérarchie est une erreur coûteuse. Une erreur coûteuse? Carrément? Oui. Il ne s'agit pas du tout de prestige, mais de la fiabilité de la science et de sa capacité à se corriger elle-même. Ah, d'accord. Si on accepte cette idée, ça veut dire que toutes les disciplines ne sont pas égales face au risque d'erreur, de biais ou même de fraude. Développer un peu. Comment le niveau de consensus d'un domaine peut influencer sa fiabilité? L'étude suggère que dans les domaines où le consensus est plus faible, les contraintes objectives sur les chercheurs sont moindres. La pression pour publier des résultats nouveaux et surprenants, elle, est la même partout. Que l'on soit physicien ou psychologue, oui. Exactement. Mais la capacité de la communauté à vérifier, répliquer et invalider un résultat erroné n'est pas la même. Plus on descend dans la hiérarchie, plus il est facile pour des faux positifs de persister. L'étude donne un exemple très parlant pour illustrer ce point, non? Avec 2 cas de fraude scientifique. Oui, et la comparaison est édifiante. D'un côté, le physicien Jan Hendrik Schön, début des années 2000, il publie des articles révolutionnaires sur les semi-conducteurs. Je me souviens de cette affaire. Ces résultats étaient tellement parfaits que d'autres labos ont essayé de les reproduire. Sans succès. La fraude a été découverte en moins de 2 ans. Parce qu'en physique, si quelqu'un annonce un truc, 10 labos se jettent dessus pour vérifier. L'autocorrection est rapide. C'est exactement ça. Maintenant, on compare avec le psychologue social Diderik Stapel. Pendant près de 20 ans, il a été une superstar. Il publiait des dizaines d'études sur des sujets comme le chaos qui rend les gens plus discriminants, par exemple.
D'accord, il a tout simplement inventé la plupart de ces données. Et il a pu le faire pendant des décennies au sommet de sa carrière avant d'être démasqué. C'est une histoire effrayante. Et ça suggère quelque chose de dérangeant. Est-ce que ça veut dire qu'un fait, en psychologie sociale, a par défaut une solidité différente d'un résultat en physique? C'est une question dérangeante, mais c'est exactement la réflexion que l'étude nous pousse à avoir. Il ne s'agit pas de dire que les faits en psychologie sont moins vrais, Mais mais que les mécanismes de validation et d'autocorrection de la communauté y sont intrinsèquement plus lents, plus difficiles. Une expérience en psychosocial est beaucoup plus difficile à répliquer à l'identique. Il y a tellement plus de variables incontrôlables, à commencer par les êtres humains. Donc, si on comprend bien, l'idée n'est pas du tout de dévaloriser les sciences sociales. Au contraire, c'est de reconnaître leurs défis spécifiques pour peut-être mieux les armer. Précisément. C'est la conclusion des auteurs. Ils suggèrent que les sciences dites molles progresseraient sans doute plus vite si leur système de récompense valorisait autant la rigueur méthodologique et la réplication des études que l'originalité. Hmm. C'est un appel à adapter les critères d'évaluation à la nature de chaque science, plutôt que de faire comme si tout le monde jouait sur le même terrain avec les mêmes règles. En résumé, ce que nous montre cette exploration, c'est comment une vieille intuition philosophique du 19e siècle trouve une confirmation éclatante dans les données massives du 21e. C'est ça. La structure de la science, ce ne serait ni une démocratie parfaite, ni une dictature de deux cultures, mais un continuum. Une pente douce façonnée par la complexité de ce qu'on essaie de comprendre. Au final, le vrai message, ce n'est pas un classement pour savoir qui est le meilleur. C'est plutôt un mode d'emploi pour lire la science. Ça nous dit, attention, sur ce terrain-là, les certitudes sont plus difficiles à obtenir, alors soyez doublement critiques. Il s'agit de reconnaître que chaque domaine a ses propres contraintes. Exactement, ses propres contraintes et ses propres garde-fous. Et ça nous laisse avec une dernière question. L'étude elle-même note quelques anomalies, des disciplines qui ne sont pas exactement là où on les attendrait. Ce qui ouvre une perspective fascinante. Si cette carte de la science existe, est-elle gravée dans le marbre? Bonne question. Est-ce que des disciplines peuvent bouger sur cette échelle? Est-ce que de nouvelles méthodes, comme le big data en sociologie, pourraient permettre à une science de devenir plus dure avec le temps? En somme, la carte que l'on a sous les yeux aujourd'hui, sera-t-elle encore la même dans 50 ans?